bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent via cette vidéo. Nous allons traiter ce soir, à l'occasion de cette table ronde, de la question des stages et plus particulièrement des attentes des recruteurs vis-à-vis des stagiaires qu'ils peuvent recruter. Alors, le stage, on le sait, aujourd'hui, on est tous convaincus, est effectivement une étape incontournable dans un cursus pour des tas de raisons. Pour confirmer un projet professionnel, voire l'infirmer parfois, pour mettre en pratique les acquis universitaires dans un contexte professionnel bien entendu, pour se développer de nouvelles compétences, pour faire du réseau, c'est important aussi, on en parlera peut-être, mais aussi paradoxalement, c'en est assez impressionnant, le stage devient même un incontournable pour finalement pour truster une formation qualifiante par exemple. Difficile de rentrer dans une licence pro, un master, sans présenter un stage dans son cursus. Donc, l'importance. Il y a un constat que l'on peut faire, nous qui accompagnons les étudiants dans cette recherche, c'est que souvent, lorsqu'ils candidatent, ils sont pas mal ethnocentrés. Ils mentionnent souvent leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis de ce stage. Effectivement, ça va être important pour eux dans leur parcours, pour valider leur diplôme, pour leur faire une expérience significative. Or, on va entendre ici, je crois, que les recruteurs aussi ont des attentes. D'accord ? Et c'est important de bien les comprendre et d'en tenir compte. Et pourquoi pas peut-être passer d'une situation finalement de demandeur à une situation de quelqu'un qui offre ses services, ses motivations, ses compétences. Alors pour cela, nous avons 3 invités que je remercie d'ores et déjà de nous avoir rejoints et de se prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Et vous allez voir, non des moindres, je vais commencer par Madame Romina Marcovici, qui travaille en qualité de directrice d'usine chez Millipore. Elle va nous présenter chez Merck Millipore, devrais-je dire, pour être précis, oui, je vois que vous acquiescez. Donc représentante d'un grand groupe. Nous avons aussi, ça intéressera ceux qui souhaiteraient candidater dans le secteur public, Daniel Sautron, qui est responsable des ressources humaines au Conseil général du Bas-Rhin. Et enfin, il nous semblait important aussi d'inviter un représentant des plus petites entreprises que trop souvent vous ignorez aussi dans vos recherches de stage et d'emploi et qui offrent quand même des opportunités tout à fait intéressantes. Et c'est donc Étienne Barillet, lui aussi, tout comme Romina, je le sais, ancien de l'Université de Strasbourg, qui a repris il y a un an de ça une petite entreprise d'une quinzaine de personnes dans le domaine de l'installation électrique. Voilà. Alors, même si vous n'êtes pas directement concerné par ces 3 domaines, secteurs, ils feront aussi l'effort d'extrapoler leurs propos et je suis sûr que ça résonnera plus globalement d'un discours de responsables de ressources humaines au-delà du secteur qu'ils représentent précisément. Alors les présentations sont faites, je vais vous laisser, et je vous le demande s'il vous plaît rapidement, je vais quand même vous laisser chacun présenter votre structure, dans l'ordre peut-être que je viens de donner, 2 mots sur qui vous êtes et d'où vous parlez finalement. D'accord. Donc bonsoir à tous. Effectivement, je m'appelle Romina, je suis directrice d'usine chez Merck Millipore à Molsheim. Au préalable dans les ressources humaines, comme Yannick l'a précisé, ancienne de l'université de Strasbourg, puisque j'ai fait psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Strasbourg, donc rien qui me prédisposait à rentrer dans l'entreprise, mais comme quoi tout arrive. Donc voilà, un parcours assez diversifié. Le site de Molsheim, donc Merck au global compte 40 000 salariés dans le monde. C'est une entreprise allemande qui est essentiellement familiale. Et le site de Molsheim est un ancien site de ce qu'on appelait au préalable Millipore. Donc on s'est fait racheter en 2010 par le groupe Merck et on a 1200 personnes sur le site de Molsheim. Essentiellement 2 grandes usines, plus un centre d'ingénierie et ce qu'on appelait anciennement un siège européen, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de fonctions support représentées, donc tout ce qui est finance, marketing, vente, enfin logistique, donc toutes les fonctions possibles et inimaginables d'une entreprise. Merci pour cette rapidité. Et puis ça permettra quand même donc à un certain nombre d'entre vous de se retrouver dans les fonctions qui ont été citées ici. Monsieur Sautron, le Conseil général, en Oui, 2 mots. oui, bonjour à tous et à toutes.
Donc, je suis Daniel Sautron, je suis responsable des ressources humaines au Conseil général du Bas-Rhin depuis 3 ans. Précédemment, j'étais déjà dans les ressources humaines en charge des relations avec les représentants du personnel, les organisations syndicales. Le Conseil général du Bas-Rhin est une administration, une collectivité locale de 4000 salariés qui œuvre dans les différents champs, hein, que ce soit dans le domaine de l'action sociale, le développement des infrastructures, par exemple la gestion des routes, la construction des collèges et également sur toutes les dimensions du patrimoine culturel, hein. Vous connaissez certainement le château du Haut-Königsbourg, le Vaisseau, un certain nombre d'établissements culturels gérés par le Conseil général. Donc, je suis en charge tout particulièrement au Conseil général de diriger le service ressources humaines en charge du pôle culturel. Et j'ai une deuxième casquette, je suis le référent technique sur toutes les questions de recrutement, d'où l'intérêt de ma présence et le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et on peut d'entrée, pour se familiariser aussi un petit peu avec les terminologies, simplement en 2 mots là aussi, la différence entre un DRH et un RRH que vous êtes. Alors, le DRH, c'est mon chef. Donc, moi, je suis responsable de ressources humaines. Donc, je gère un service ressources humaines sur une population particulière, en l'occurrence le pôle culturel. J'ai des homologues qui gèrent au niveau du Conseil général également les services en charge des services techniques, des infrastructures. Et donc, le directeur des ressources humaines est la personne qui chapeaute l'ensemble de ces mini-services ressources humaines. Merci. C'est important, vous comprenez bien aussi les différents acteurs et leur positionnement dans les structures. On s'aperçoit que souvent, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, changement d'échelle avec vous, Étienne. 15 salariés, on disait, en 2 mots. Oui. Votre entreprise, c'est donc une entreprise qui s'appelle Regelec, qui est basée à côté de Colmar, donc une entreprise que j'ai reprise il y a maintenant 1 an. Donc une quinzaine de salariés. On évolue dans le monde de l'installation électrique à destination des industries et du gros tertiaire. Rapidement, je suis ici parce que je suis membre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui regroupe en fait 4500 chefs d'entreprise à travers la France. Et donc on intervient fréquemment, je dirais, dans les universités, dans les lycées et jusque dans les collèges. Sur mon parcours, très rapidement, je suis effectivement un ancien étudiant de l'université de Strasbourg. Beaucoup n'étaient certainement pas nés quand j'y étais. C'était dans les années 90. En tout cas, les premières années n'y étaient pas. J'ai ensuite évolué classiquement, je dirais, dans des postes de cadre dans l'entreprise. Alors, j'ai fait 7 entreprises avant de décider de racheter Regelec. Pour finir dans mon dernier poste en tant que directeur commercial d'une des filiales d'un grand groupe allemand qui n'est pas Merck, mais qui est le groupe Würth. Et finalement, la quarantaine approchant, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de reprendre une petite structure. Sur les stages des universitaires, pour reboucler avec le sujet de ce soir, on vient de terminer un stage de 6 mois avec un stagiaire en Master 2, organisation des entreprises et qualité, et ça fait partie aussi des besoins des petites entreprises, même si tous les chefs d'entreprise n'en sont pas conscients. Je peux vous assurer que dans les 4500 jeunes dirigeants qu'il y a au CJD, énormément ont des toutes petites structures et la très très grande majorité sont conscients qu'ils peuvent et qu'ils ont besoin de se structurer et qu'ils peuvent avoir besoin de stagiaires de bon niveau et de stagiaires qui viennent de l'université. Donc c'est important d'envisager aussi les petites entreprises de ce type. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, répond qui veut. Rassurez-nous donc ou éclairez-nous et dites-nous pourquoi, j'allais dire on connaît les mauvaises raisons, pourquoi recrute-t-on un stagiaire ? Quand je dis on connaît les mauvaises raisons, évidemment, main-d'œuvre qui ne coûte pas cher, compétences à bon marché, ok. On va être franc ce soir et pragmatique, hein, on en a parlé un petit peu, donc on n'évacuera pas ces aspects. Mais au-delà de ça, quelles sont les raisons qui, tous les trois, dans vos rôles respectifs, vous invitent à prendre des stagiaires ? Il peut y en avoir plusieurs, j'imagine. Je peux commencer. Alors, pourquoi les stagiaires ? Effectivement, comme vous le dites, la mauvaise réponse, c'est pour la main-d'œuvre pas chère. Néanmoins, nous, on y voit un réel intérêt parce qu'au-delà de la main-d'œuvre pas chère, ça nous demande à nous aussi de nous investir énormément pour accompagner les stagiaires. Donc, ça demande quand même une réflexion avant de dire oui à des stages, puisque ça veut dire que les personnes sont avec nous pendant 6 mois,
qui a un diplôme au bout et que nous, en tant que tuteurs, il va falloir qu'on les accompagne. Donc, ce n'est pas une décision prise à la légère. On est une entreprise, ça j'ai peut-être oublié de le préciser dans la présentation, on sert essentiellement le domaine pharmaceutique, agroalimentaire, tout ce qui est biotechnologie. Donc on est toujours en train d'essayer d'être à la pointe de l'innovation. Donc pourquoi les stagiaires? Très clairement parce que nous, on est dans l'entreprise depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Ça fait longtemps qu'on a quitté les bancs d'école et on n'est pas forcément au fait des nouveautés, des nouvelles technologies que vous pouvez apprendre au quotidien. Donc nous, on est très friands de personnes qui sont capables de nous faire réfléchir autrement, qui voient une nouvelle réalité parce que vous êtes en train d'apprendre ce qu'il y a de plus récent au niveau des connaissances. Donc on est particulièrement friands de personnes qui peuvent venir nous challenger et nous dire « mais attendez, vos façons de faire, c'est plus forcément comme ça qu'on fait ». Donc il y a une vraie recherche de quelqu'un qui peut nous apporter des nouveautés et nous faire réfléchir autrement. Voilà. Voilà une des raisons. Souvent évoquée, vous le confirmez. Vous en voyez d'autres? Oui, moi je vais aussi répondre peut-être à une autre question, si vous permettez Yannick, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de stagiaires? Une très très mauvaise raison. On ne prendra jamais de stagiaires pour vous faire plaisir ou parce que c'est important pour votre cursus. Donc c'est juste pas du tout un argument pour nous, encore moins dans une petite entreprise. On prend un stagiaire parce que, et là je parle d'une petite société comme nous, parce qu'on a un vrai besoin. Romina le disait fort justement, c'est beaucoup d'investissement. Dites-vous que dans une société comme la mienne, une quinzaine de personnes, prendre un stagiaire, c'est presque 10% de l'effectif en plus. Donc c'est énorme. On dit c'est pas cher. Un stagiaire que vous allez indemniser à hauteur d'environ 400 € par mois pendant 6 mois, c'est un stagiaire qui vous coûte 2400 € sur des petits chiffres d'affaires et des petits résultats. Ça pèse. Donc si c'est pour avoir perdu du temps pendant 6 mois et si c'est pour n'avoir aucun résultat pendant 6 mois, on ne le fait pas. Parce qu'à 2400 €, on peut se payer 3 jours d'un bon intervenant qui va bien nous faire avancer nos équipes. Donc voilà, n'imaginez pas qu'on va exploiter les gens, n'imaginez pas qu'on va le faire pour vous faire plaisir. On le fait parce qu'il y a un vrai projet. Donc on attend aussi derrière des stagiaires qui soient impliqués et profitez de votre génération Y. Là, on nous bassine à travers toutes les ondes de la génération Y qui, soi-disant, est compliquée à gérer. Mais venez avec vos forces de la jeunesse, avec votre fougue, avec votre façon de penser un petit peu à côté de nous, les vieux qui sommes sur nos chemins de pensée là, depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est vraiment ce que vous pouvez nous apporter. Voilà. Donc, pourquoi on recrute? Parce qu'on a un projet, et rien qu'un projet, et parce qu'on pense que vous êtes la meilleure solution sur le ratio investissement-retour sur invest. Voilà. Là, on parle déjà vraiment business. Hein. Et au Conseil général, on est aussi sur du retour sur investissement? Oui, retour sur investissement, même si on n'est pas dans une logique de chiffre d'affaires, mais il y a du résultat attendu également par rapport au service public. Je vous ai dit tout à l'heure, au Conseil général, nous sommes 4000 salariés. L'année dernière, donc en 2012, nous avons accueilli 440 stagiaires, donc soit 10% de l'effectif. Encore une fois, pour rebondir sur ce que disait mon collègue, on ne va pas accueillir de stagiaires pour faire plaisir aux stagiaires. Il y a de véritables projets qui sont conduits sur les différents secteurs d'activité que j'indiquais tout à l'heure, à la fois dans le domaine culturel, dans le domaine des infrastructures, dans de l'ingénierie. Et ce sont des projets qui sont montés sur une durée de 3, 4, 5, 6 mois. Et pour lesquels la force de frappe que peut avoir un stagiaire avec cette capacité d'innovation, capacité de regard extérieur est intéressante pour nous. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir accueillir des stagiaires au Conseil général sur les différents volets parce que ça nous permet d'avoir un regard critique sur un projet. Nous sommes évidemment dans la mise en œuvre de certains dispositifs, donc la tête un peu dans le guidon, hein, comme on dit assez souvent. Donc d'avoir un regard critique avec une capacité d'innovation, c'est très important pour nous. Et les différents stagiaires que nous avons accueillis les années précédentes le confirment et on ne va pas s'en arrêter là. Donc il y a des éléments qui se rejoignent et avec ce qu'on disait aussi en introduction. Donc, et ça se matérialise très concrètement dans vos candidatures. Si je prends l'exemple de la lettre de motivation, c'est
dans le cadre de mon master, je dois réaliser un stage et pour moi, ce serait super bien de le faire dans votre entreprise dans ce contexte. Donc, on voit bien que très souvent, vous faites référence à vos besoins et à ce en quoi le stage vous serait profitable. Or, on entend bien ici que finalement, l'expérience doit être profitable avant tout, en tout cas dans un gagnant-gagnant à l'entreprise. Alors, c'est une première chose. Merci pour ces éléments. Vous avez des politiques de stage tous les deux, en tout cas s'agissant de Merck Mélipore et s'agissant du conseil. Il y a un affichage même en la matière. On verra comment ça se traduit pour une petite PME, mais le fait d'avoir pris quelqu'un sur des fonctions qui ne sont pas dans le cœur de métier, c'est, je pense, un choix stratégique, si ce n'est politique. Ça se matérialise comment? Essayons de nous mettre de la place de l'autre côté de la barrière, comme j'aime souvent à dire. Mettons-nous dans la place des responsables des ressources humaines. Comment vous définissez une politique de stage et comment ça se traduit et comment c'est lisible pour le grand public? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une politique et comment on la décline et on la rend lisible? Je commence. La politique d'accueil des stagiaires fait véritablement partie d'une politique de recrutement des collaborateurs au Conseil général. Donc régulièrement, les directions des ressources humaines sont en contact avec les services pour appréhender, pour bien comprendre les besoins en ressources humaines, que ce soit des recrutements de salariés à proprement parler ou des besoins de stagiaires, notamment lorsqu'il y a des projets qui se font jour à un moment donné sur une thématique particulière, sur le domaine culturel par exemple, un projet sur une durée de 6 mois, où on va considérer qu'il est plus pertinent de recourir à un stagiaire que de recourir à une personne qui va être en CDD sur une courte durée. Donc très classiquement, au terme de ce constat, les services formalisent des demandes de stage qui se traduisent par de lettres de mission. Donc des lettres de mission qui s'apparentent également à des fiches de poste. Des lettres de mission qui identifient à la fois le contenu de la mission, du stage, la personne qui va assurer le tutorat du stagiaire et le livrable attendu, donc le résultat sur lequel on va attendre le stagiaire. En cela, vous voyez qu'il est clairement attendu de la part du stagiaire un résultat, un retour sur investissement, comme on l'attendrait de la part d'un salarié au sens classique du terme. Donc effectivement, par le biais de lettres de mission et donc d'offres de lettres de mission, d'offres d'emploi, de stage, ou alors tout simplement parce que les stagiaires ont connaissance, parce qu'un de leurs collègues a fait un stage à un moment donné au Conseil général. Donc ils savent que le Conseil général accueille des stagiaires et donc ça suscite effectivement d'autres nouvelles demandes de stage. Donc votre rôle en RRH, c'est de faire le recensement des besoins, service par service, de le matérialiser techniquement et opérationnellement dans une fiche de poste. En cela, finalement, ça ne diffère pas tellement d'une offre classique pour un CDD ou un CDI, alors, finalement. Non, pas du tout. Effectivement, dès le départ, il y a un contrat moral, entre guillemets, qui est passé avec le stagiaire, puisque le contenu de la mission est rédigé dans cette lettre de mission. Et c'est ce sur quoi on va l'attendre dans le cadre de la réalisation de son stage et dans le cadre des objectifs de résultats qui vont lui être affichés. C'est pour ma part révélateur de la façon dont on considère un stagiaire au Conseil général qui fait l'objet d'un entretien d'embauche, entre guillemets, donc sur la base de cette lettre de mission. Donc on va bien s'assurer que le stagiaire a bien compris la lettre de mission, qu'il est motivé pour occuper cette mission. Au terme de cet entretien qui va être fait par le service opérationnel et par la DRH le cas échéant, nous allons retenir la candidature du stagiaire lorsqu'il y en a plusieurs. Et ensuite, cette personne va être intégrée au sein d'un collectif de travail, au sein d'une équipe de travail, et va être considérée comme un salarié à part entière de ce collectif, avec les suivis d'activité, avec le suivi des objectifs attendus, comme c'est le cas pour les autres salariés du Conseil général. Ça veut dire que le stagiaire est un employé comme les autres. C'est qu'une question de statut, finalement. Tout à fait. Donc ça dit aussi des choses de votre façon d'appréhender cette recherche de stage et de vous positionner aussi comme candidat. Finalement, il n'y a pas un gouffre entre les deux. Même chose chez Merck Mélipore en termes de... Oui, alors on va suivre effectivement les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on va définir, on va écrire en fait ce qu'on attend, ce que monsieur appelait la lettre de mission. Donc on va définir quel est le sujet du stage, avec quelle personne le stagiaire devra travailler.
On a une forte sensibilisation aussi des managers qui accueillent des stagiaires pour leur expliquer que c'est pas encore tout à fait un salarié comme les autres. Parce que le salarié... c'est là que vient la nuance, alors. C'est là que vient la nuance, parce qu'il y a un accompagnement nécessaire et formalisé de la part de l'école qui nous envoie un stagiaire, qui est autre que pour un salarié lambda qui reçoit sa fiche de poste, ses objectifs pour l'année et qui va commencer à travailler. Là, il y a vraiment aussi une forte implication et un partenariat avec les écoles qui nous envoient les stagiaires. Et en tant que responsable d'usine, je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de discuter de ce sujet-là, puisqu'on reçoit énormément de demandes de la part des écoles directement, en disant, voilà, on est une école X, Y, Z, on a X stagiaires possibles à vous envoyer, etc. Et on est vraiment en recherche de partenariat avec les entreprises, etc. Ce qui fait qu'on commence, nous, réellement à se poser la question, devons-nous dire oui à tout type d'école, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller vers, je dirais, les formats plus officiels, à savoir tout ce qui est université ou école un peu plus reconnue en termes de résultats au niveau diplôme. Parce qu'on reçoit pas mal de demandes d'écoles privées, et puisqu'il y a aujourd'hui pléthore d'écoles qui se créent par elles-mêmes, et donc on se pose réellement la question. Par contre, je trouve qu'elles sont, en tout cas d'un point de vue démarche, contact d'entreprise, beaucoup plus commerciales que les universités. Aujourd'hui, les universités sont tellement grandes que finalement, on n'a pas trop de contacts. Ce n'est pas les universités qui nous contactent directement en disant, voilà, on promeut les différentes sections qu'on a, on peut tout à fait recueillir vos besoins en termes de projets de groupe ou vous proposer des stagiaires, etc., etc. Ce que font énormément les écoles privées. Ça veut dire que du coup, c'est incombe, charge aux étudiants de le faire en direct, alors? Bah, je pense, ouais. Je pense qu'il y a... Alors nous, on commence à recenser les besoins en stage, je dirais, avant l'été, puisqu'on sait très bien que la rentrée scolaire est en septembre et que tout se met en route en septembre avec les recherches de stages et autres. C'est là où les étudiants vont commencer à envoyer des lettres. Mais... voilà, quoi. Je pense qu'il y a un réel besoin de démarrer quelque chose. Ouais. Est-ce que du coup, il y a une période plus favorable, plus propice au démarrage et à l'envoi de ces candidatures? Bah, je pense que avril, mai, juin, c'est la période la plus intéressante, tout simplement parce que c'est là où on est au cœur des recensements, aussi bien en termes de job d'été qu'en termes de stagiaires, etc. Donc c'est clairement, je veux dire, juillet, août, il va à peu près rien se passer. Mais vraiment, toute la période des 3 mois qui précèdent, c'est là où les personnes ont tout intérêt à envoyer leur lettre, quoi. Que ce soit pour une demande, même pourquoi pas de job d'été, ce qui permet au moins de découvrir l'entreprise. Et je dirais que c'est régulièrement des gens qu'on connaît ou qui se font recommander ou qui disent « Tiens, moi j'ai une connaissance qui cherche un stage, etc. » C'est plus par ce biais-là que ça marche que par la lettre spontanée, etc. Malheureusement, au vu du nombre de demandes, c'est plutôt comme ça que ça marche le mieux. D'accord. Et là, toujours à votre échelle qui est bien différente, il n'y a pas de politique, évidemment, à proprement parler, mais et au-delà de votre entreprise, puisque vous êtes en contact avec les petites et moyennes entreprises, est-ce qu'on peut quand même essayer de trouver une ligne directrice un petit peu, où vraiment c'est chaque entreprise là, qui voit midi à sa porte et qui traite la chose? Oui, c'est effectivement assez compliqué pour des structures de notre taille d'avoir une politique, parce que ne serait-ce que la problématique d'alimenter cette politique. On n'a pas tous les ans un stage, je dirais, consistant à faire. Alors évidemment, tous les ans, on va avoir, dans des sociétés de production comme la mienne, tous les ans, on va avoir des bacs pro, on va avoir des petits stages, mais ça, on n'est pas du tout en train de parler de ces stages-là. Sur du vrai stage, beaucoup de respect pour les autres, mais sur du stage longue durée, qualifiant, avec projet, ça va être du coup par coup. Notre vraie problématique à nous, petite structure, elle est, à la grande différence de ce que peuvent vivre des Merck Millipore ou des conseils généraux, c'est que nous, on ne croule pas du tout sous la demande de stagiaires. Et quand nous, on a une problématique, on est capable de formaliser notre problématique et après se poser la question de se dire « Et diable, où vais-je trouver un stagiaire ? Quelle formation existe ?» pour répondre à cette problématique, typiquement moi la problématique d'organisation que j'avais, et où est-ce qu'on va les trouver? Et une fois qu'on a trouvé l'école, c'est et comment je lui explique
à ce futur cadre d'entreprise, comment je lui explique qu'une petite boutique d'une quinzaine de personnes peut l'intéresser et peut lui apporter un stage valorisant. Et ça, c'est notre principal challenge, je dirais. C'est vraiment de convaincre un étudiant que dans une petite structure, il va pouvoir vendre ce stage-là pour trouver du boulot. Parce que par contre, on n'est pas du tout sur de la pré-embauche. Il est évident qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens de se dire « Ah tiens, l'étudiant ou étudiante sympa et tout m'a apporté quelque chose pendant les 6 mois et hop, on va créer un poste de directeur qualité. » Une société comme une petite entreprise, elle ne crée pas un poste parce que l'étudiant est sympathique. Donc on n'est pas du tout sur de la pré-embauche. Et néanmoins, je pense que des stages dans des petites structures où l'étudiant a tout à faire et tout à montrer peuvent être très bien valorisés au niveau ensuite de candidature pour trouver du travail, cette fois-ci dans des sociétés qui peuvent se payer des gens qui ont fait des études à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Okay, donc on y va. Oui. C'est vrai que ce qui est intéressant pour l'employeur derrière, et ça peut être tout à fait intéressant du coup de faire des stages chez toi, c'est de voir, de prendre quelqu'un après en embauche, en CDD ou en CDI, qui a vécu un certain nombre d'activités et qui n'est pas resté forcément focalisé sur une activité telle que ça peut se retrouver dans des grandes entreprises. Donc le fait d'avoir, je dirais, la possibilité d'être multitâche, je pense, a un réel avantage après pour se vendre sur le marché de l'emploi et du coup, quelle que soit la taille de la structure. Parce qu'au plus, vous pourrez être capable de démontrer que vous avez appris un maximum de choses, vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable d'avoir pris du recul sur ce que vous avez appris et du coup, vous pouvez proposer quelque chose à l'entreprise qui vous recrute, au mieux, c'est pour la suite, quoi. Donc, au plus, vous aurez des responsabilités, au mieux ce sera pour vous pour vendre après sur un CV d'embauche. Donc on n'oublie pas les petites entreprises, mais pas dans l'espoir de décrocher son premier contrat à la suite. En revanche, ça reste une expérience bénéfique. Ouais. Donc on peut inviter aussi du coup à faire des candidatures spontanées vraiment à destination des petites entreprises du coup. Oui, alors c'était la question effectivement que j'étais justement en train de me poser, c'est de me dire si j'étais étudiant, comment je ferais aujourd'hui pour postuler dans les petites entreprises, parce que des entreprises comme la mienne, il y en a une liste longue comme le bras. Sachant que vous êtes plus nombreux que les grands groupes. Et on est beaucoup plus nombreux. Or, vous, les étudiants, vous focalisez souvent sur celles qui sont les plus visibles, souvent les plus attractives pour X raisons, mais finalement, le marché le plus important se situe bien au niveau du tissu des PME. C'est oui. Aussi le paradoxe. Les statistiques, je ne les connais pas par cœur, mais c'est évident que les petites entreprises sont aujourd'hui créatrices d'emplois pour le peu d'emplois qui sont créés actuellement. Ils le sont dans les petites structures, tout simplement parce que les grandes structures pensent beaucoup, à tort ou à raison, ce n'est pas à nous de le juger, mais à rationaliser leurs effectifs. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique d'emploi dans les petites structures. Pour revenir sur le fait de comment se faire connaître et comment savoir s'il y a, des stages dans les petites entreprises, à mon avis, le plus efficace ne sera pas de contacter en direct les petites entreprises, parce que là, vous allez arriver sur un taux de transformation, comme on appelle ça, qui va être juste catastrophique. Par contre, posez-vous la question de savoir quel type d'entreprise m'intéresse. Où est-ce que je vais trouver un chef d'entreprise, parce que ça se joue au niveau du chef d'entreprise, qui est intéressant. Je vous parlais tout à l'heure du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Why not? Pourquoi pas envoyer quelque chose au Centre des jeunes dirigeants et dire voilà, moi je suis stagiaire, est-ce que cette candidature peut intéresser un des jeunes dirigeants? Vous allez tomber sur des profils d'entrepreneurs qui se posent des questions stratégiques sur leurs entreprises. Il y a donc le CJD, il y a les APM aussi, donc Association pour la promotion du management, si je ne dis pas de bêtises. Essayez un petit peu de chercher ces groupements d'entrepreneurs qui se posent des questions. Pour les petites. La CGPME, qui est un syndicat pro, le réseau Entreprendre. Voilà, des différents groupements d'employeurs, petites structures, qui ont une vraie implication sociétale, qui savent que l'entreprise a une mission sociétale également, et qui sont capables de réfléchir un petit peu stratégiquement à leur boutique. Ils n'auront peut-être pas tous quelque chose à vous proposer, mais à mon avis, c'est plus dans ces groupes-là que vous arriverez à trouver des entreprises qui peuvent vous accueillir.
Alors, autre question, on sait aussi que le stage ne doit pas être une activité régulière de l'entreprise ou de la structure, mais doit répondre à une mission nouvelle, à un besoin nouveau, innovant de développement. Est-ce que, par rapport à ça, et à l'inverse, on sait aussi que la réalité fait que les stagiaires occupent des postes, malheureusement, de celle de nature que peut occuper classiquement quelqu'un en CDD, en CDI. Est-ce que les stages qui sont proposés chez vous répondent bien à ces critères-là? Moi, je ne veux pas vous piéger. Ouais. Moi, je dirais oui, de plus en plus. Alors, je fais un distinguo entre stagiaires et contrat en apprentissage, enfin, j'entends contrat d'apprentissage pour notamment des bacs plus 5, où là, on va mixer en fait des activités de routine et un projet en lui-même pour pouvoir assurer à la personne qu'elle peut faire un mémoire sur le sujet et décrocher son diplôme. Par contre, pour les stagiaires, on va effectivement donner un projet en tant que tel que nos salariés, pour lesquels le temps imparti n'est pas suffisant. Donc, c'est vrai que le stagiaire aura un projet à mener en sa totalité et qui ne correspond pas à une activité routinière pour faire tourner l'entreprise. Vous avez un exemple en tête comme ça oui, parce qu'on vient justement d'accepter un stagiaire. Nos produits qui sont pour l'industrie pharmaceutique sont stérilisés pour garantir en fait un niveau de stérilité pour nos clients. Et on a besoin de complètement revoir tous nos partenaires de stérilisation, puisqu'aujourd'hui on a pléthore de partenaires avec différentes techniques de stérilisation, et on a besoin de travailler sur cette stratégie de stérilisation. Par contre, c'est vrai que nos équipes sont complètement prises par la routine. Donc on a eu un projet de stage de dire il faut remettre à plat complètement la structure de stérilisation, qui stérilise pour nous, à quel prix, comment ça marche, où est-ce qu'ils sont positionnés, et par rapport aux différentes techniques utilisées, est-ce qu'on est sur le bon process ou pas. Donc le stagiaire sera avec nous pendant 6 mois pour faire le lien avec nos fournisseurs, nos équipes en interne, et nous proposer donc une stratégie pour le futur, tenant compte des différents critères ou des différents impératifs qu'on a en interne. C'est pas effrayant ça pour un stagiaire, parce que c'est presque du consulting. Comment il appréhende ça? Parce que dit comme ça peut être. On voit effectivement l'importance du projet. Alors, je pense que ça peut être effrayant, surtout qu'on a demandé au moins que la personne sache parler anglais, puisque au vu de l'exposition, c'est sûr que l'anglais est quasiment incontournable chez nous, en tout cas pour des niveaux bac plus 5. Après, encore une fois, la personne n'est pas toute seule, donc il y a toujours un tuteur qui va être en charge du suivi. Il y a des vraies attentes de l'entreprise, donc même moi je vais être intéressée par les résultats. Donc la personne ne sera jamais toute seule. Donc il ne faut pas vous sentir effrayé. On sait aussi ce que la personne est capable de fournir au vu du niveau d'études et de son expérience dans l'entreprise. Et on ne va pas aller au-delà de ce qu'il est possible de vous donner. Donc on ne va pas attendre des choses complètement irréalistes parce que nous, on n'arriverait pas finalement au bout et vous non plus. Donc ça n'a aucun intérêt. Pour rebondir sur ce que dit Romina, il ne faut quand même pas oublier que quand on prend des stagiaires en master, master 1, master 2, on a en face de nous des gens qui, je prends des master 2, qui une semaine, le lendemain de la fin de leur stage, sont des jeunes diplômés employables. Donc, si les stagiaires ont peur en fait du challenge qui les attend, je leur souhaite bon courage pour trouver du travail derrière. Donc voilà, on n'a pas des enfants, on a des jeunes adultes, et donc il faut. Si vous avez un stage, l'opportunité de faire un stage, vous avez une vraie mission. Parlez vulgairement, vous avez vraiment à bouffer dans ce stage-là. Allez-y, plongez. Si vous vous plantez, c'est pas très très grave. Tant pis pour l'entreprise qui vous aura pris. Mais au moins, vous aurez essayé des choses et vous aurez certainement vous n'aurez pas l'occasion avant de nombreuses années de refaire des choses aussi challenging que ce qui vous sera proposé dans votre stage de fin d'année. Donc prenez-le. Si c'est un vrai challenge, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Daniel, sur la nature des missions ?
Oui, pour compléter les deux propos, effectivement, hein, on se concentre davantage hein, sur l'idée de proposer des missions qui ressemblent à du projet, à du consulting, hein, vous l'avez dit, plutôt que de la routine, ça c'est évident. À la fois parce que la durée du stage est tout à fait appropriée, et par ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce regard extérieur de la part d'un stagiaire sur une mission sur laquelle des collaborateurs du Conseil général ont la tête dans le guidon, le nez sous l'eau, comme on le disait tout à l'heure, et n'ont pas cette capacité de pouvoir se plonger à fond dans un dossier. Je vais raisonner par l'exemple, par l'illustration. Donc, on a récemment accueilli au sein de notre direction des ressources humaines un stagiaire qui avait été, pour lequel on avait proposé une mission d'une durée de 4 mois et qui avait fait un véritable travail d'audit, d'organisation au sein d'un établissement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le château du Haut-Königsbourg. Donc ce travail d'audit a permis à la fois de décortiquer le fonctionnement de la structure en elle-même, la façon dont se gérer des activités, comment se fait une visite, de pouvoir aussi construire des bases de données pour suivre l'activité et de pouvoir répondre aussi à des problématiques pour répondre à des besoins d'accompagnement, formation de la part des salariés du château. Donc il y a un véritable travail de fond qui a permis d'aboutir à des livrables qui sont des éléments qu'au Conseil général nous capitalisons aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons également. Donc cette personne a pu produire des outils sur lesquels nous n'aurions pas pu être en mesure de fournir un travail de fond dans des délais aussi brefs. Et puis pour conclure sur le propos de mon collègue, ça a été stimulant pour la personne, ça a été un véritable challenge. Elle n'a pas eu peur, elle a vécu cette mission comme un vrai travail, comme une vraie mission, comme si elle avait été un collaborateur du Conseil général, et ça l'a vraiment challengée. Faut pas oublier que vous avez une capacité d'absorption de connaissances qui est juste phénoménale, parce que vous baignez dedans du matin au soir pendant toute l'année, et ça fait quand même 4 ou 5 ans que vous vivez ça. Donc ne vous sous-estimez pas. Vous rentrez juste dans un nouvel environnement. Nous, on va vous apporter les outils et notre culture d'entreprise et notre façon de voir les choses. Par contre, vous avez la plus grande richesse, quoi. C'est votre esprit et votre capacité d'analyse. Alors, on va parler justement un petit peu de ce que vous cherchez à vérifier. Ça fait la liaison avec... J'ai vu la salle un petit peu réagir hein, quand vous avez parlé de challenging, quand vous avez présenté la nature des missions, qui peut paraître effrayant, même encore pour des étudiants de Master 1, Master 2, justement. Or, certains, même quand ils sont satisfaits de leur formation, nous disent « Ouais, mais on se sent quand même pas tout à fait capable encore de truster ce type de poste. Là, il y a des enjeux, il y a des livrables attendus, il s'agit de challenger. » Et donc, qu'est-ce que vous vérifiez justement dans le process de recrutement là parce que par définition, ce sont des jeunes encore en cours d'études, donc pas des experts. Vous allez alors essayer de valider un potentiel, parce que les missions que vous demandez sont quand même assez costaudes. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à apercevoir dans vos recrutements là, quand vous recevez un stagiaire? Et quels sont les critères qui comptent du coup? Moi, ce que je recherche, c'est une personnalité. Sur le dernier stagiaire qu'on a pris, ce qui nous a plu, et c'est marrant parce que c'est finalement une phrase qui est restée, il nous a demandé est-ce que je pourrais vous présenter les outils qu'on a appris en cours. Magique. Je dirais que tout le reste, finalement, voilà, je veux dire, tout était dit, quoi. À partir du moment où la personne, elle a une vraie personnalité et qu'on la sent motivée et avoir envie de découvrir un peu ce que le monde du professionnel peut lui proposer, je dirais c'est gagné, quoi. Donc on va chercher plus une personnalité, en tout cas chez nous, qu'une expérience que vous ne pouvez pas avoir. Je veux dire, on a tous conscience qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez appris sort des livres et peut-être de quelques petits stages à droite à gauche. Mais c'est essentiellement, voilà, quel est votre niveau d'énergie pour nous accompagner un bout de chemin, quoi. Même chose, c'est ce qu'on appelle les savoir-être qui priment finalement, là aussi, parce que c'est un constat qu'on entend de plus en plus et qui est étonnant. Surtout que lorsqu'on est fort d'un parcours universitaire long,
Et quand on sait le poids du diplôme en France, c'est étonnant et parfois contradictoire d'entendre souvent les recruteurs dire que finalement ce sont les traits de caractère, les traits de personnalité qui priment. Est-ce que c'est vrai pour nos 2 autres recruteurs? Et quid alors des formations, parce qu'ils ont quand même bac +3 ou plus 5 quand ils viennent vous voir? Alors clairement, nous n'allons pas rechercher une expérience. Nous allons rechercher bien évidemment un socle minimal de compétences, un bagage technique, mais effectivement, comme le soulignait ma voisine, c'est surtout des compétences relationnelles, une capacité à travailler, à s'intégrer dans un collectif de travail, parce que ce sont des compétences qui ne s'acquièrent que sur le terrain, et ce sont des compétences qui vont devoir être développées tout au long d'une carrière professionnelle. Donc une personne que nous allons recruter en stage aura bien évidemment un minimum de bagages techniques issus de sa formation initiale, mais nous allons davantage détecter sa capacité à travailler dans l'écoute avec ses différents partenaires de travail, à être dans l'échange, dans le dialogue, à ne pas être dans une posture, je dirais, fermée sur des positions qui peuvent être définies par des partenaires, et savoir faire face avec intelligence à des situations parfois difficiles. Donc ce sont des points sur lesquels nous sommes attentifs, et nous savons effectivement par expérience que nous avons des étudiants qui ont tout à fait cette capacité à faire preuve de ces compétences relationnelles. Alors les plus attentifs notent, ce sont clairement, il y a un certain nombre de mots-clés qui ont été dits, qui seraient judicieux de placer dans vos lettres de motivation et dans vos CV, en termes de compétences relationnelles. Pareil pour les PME alors? Oui, pareil pour les PME. On fait confiance à vos formateurs pour vous avoir donné les bases techniques. C'est évident. Si vous avez un diplôme, c'est que vous savez faire. Ou si vous êtes en passe de l'avoir, c'est que vous savez faire. Pour ça, ça nous paraît évident. Par contre, on va vraiment s'attarder sur votre état d'esprit, sur votre capacité à vous intégrer. Vous pouvez être brillant. Moi, j'ai des souvenirs. On recrute nos stagiaires aussi dans les petites entreprises si on le fait bien. Donc, on a des entretiens avec plusieurs stagiaires et quand on a la chance d'en avoir plusieurs, on choisit celui qui n'est pas forcément le plus brillant, mais celui qui va le mieux s'intégrer dans l'équipe. Regardez, ils ont gagné 6-0 il y a peu de temps, mais ce n'est pas une succession de très bonnes individualités qui fait une équipe. Et nous, on est des toutes petites équipes. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui ne cadre pas du tout. S'il a été recruté par le patron, il n'est pas bon, il n'arrive pas, il ne vient pas au travail ou il fait n'importe quoi. C'est l'autorité même du patron qui est remise en cause parce que c'est lui qui a été le chercher. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous nos ouvriers vont se dire... C'est quoi ce patron qui n'est pas capable de recruter un mec qui, lui, a fait plein d'études? Moi, mes gars, ils ont le bac, pour les plus diplômés. Il va me chercher un gars qui a fait plein d'études, qui a bac plus 18, et qui est juste un feignant, qui n'est pas bon, etc. Et là, ça nous sabote notre autorité, ça nous sabote notre position. Donc, c'est pour nous très, très important, et ça, ce n'est pas sur le savoir-faire, parce qu'ils seront incapables de juger de votre savoir-faire, sur votre comportement. Donc, la capacité à s'intégrer, la capacité à bosser et à ramener des idées nouvelles. Donc il faut produire. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà les points qu'on va recruter, rechercher dans le recrutement. Après, votre formation, on est en droit de penser, ma foi, que l'université en France, elle forme quand même des gens qui savent des choses, quoi. On sort quand même quelques prix Nobel de temps en temps. On envoie les gens pendant 5 ans en formation. Peut-être qu'ils ont eu le temps d'apprendre quelque chose, quoi. Donc voilà, là-dessus, on n'a pas trop de doutes. Mais c'est ce que vous avez dans le ventre qui nous intéresse. Alors ça doit être de nature aussi à rassurer d'une part des universitaires et des généralistes, ce qu'on est en train de dire ici, parce que longtemps, c'était les spécialistes qui avaient la cote, et peut-être aussi le fait que les métiers bougent vite, que la vie est vivante, y compris en entreprise, demande aussi de savoir s'adapter rapidement, effectivement. Et donc les compétences aussi transversales, j'imagine, sont intéressantes. De façon plus pragmatique encore, alors, comment peut-on faire montre de ces qualités dans un CV, dans une lettre de motivation, d'entretien? Comment vous allez tenter d'analyser là, ces fameux savoir-être dont vous nous parlez? Et comment un étudiant peut s'en valoir? Un candidat? Je dirais que le CV, c'est le reflet d'une vie.
Donc, si ce n'est pas fait au préalable, ce n'est pas le CV qui va nous délivrer beaucoup d'informations. Par contre, ce que moi je regarde sur un CV, c'est l'exposition aux langues étrangères. En tout cas, dans les grands groupes, ça reste quand même critique. Et bon, en France, on n'est pas encore supra bon là-dedans. Donc, si je peux vous encourager à aller passer un semestre à droite ou à gauche et apprendre au moins l'anglais, je peux vous encourager vivement à le faire. Parce que si à un moment donné, vous voulez rejoindre un grand groupe, clairement, l'anglais va être incontournable. Ou alors, ça va être compliqué de l'acquérir au fur et à mesure. Enfin, c'est des efforts en plus à devoir faire. Donc ça, c'est une première partie. Après, ce que j'aime bien regarder, c'est les loisirs. Parce que quelqu'un qui est quand même exposé aussi en dehors des études à des équipes de sport, à des activités collectives, etc., nous font quand même présupposer que la personne est quand même habituée à partager, à vivre des expériences à plusieurs, à faire des concessions, à essayer de trouver des compromis, etc. Puisqu'en fait, la vie en entreprise, c'est tout à fait ça. C'est des travaux en groupe, c'est du collectif en permanence. Donc quelqu'un qui dans sa vie de tous les jours est déjà, je dirais, aime déjà ça et est déjà en train de le vivre de façon récurrente, et pour nous, c'est un vrai point positif. Après, c'est sûr, effectivement, comme disaient mes deux collègues, c'est sûr que le titre de la formation, et connaissant un peu les cursus universitaires, on sait quel est le niveau de connaissances que vous pouvez apporter. Mais les petits plus, ouais, c'est... Ça n'interdit pas d'être en mesure de parler de ses études quand même. Non, tout à fait, quand même. On s'en dédouane pas complètement. Daniel, comment vous avez parlé des capacités de travail en équipe, de dynamisme, comment vous allez chercher ces qualités dans vos entretiens de recrutement ? Alors, pour moi, il y a une complémentarité évidente entre le CV et l'entretien. Le CV permettra de déceler le bagage technique dont je parlais tout à l'heure, et au travers du descriptif des missions, des stages réalisés par l'étudiant, on verra effectivement s'il y a l'une ou l'autre compétence relationnelle qu'il a pu développer dans le cadre de ces missions transversales qu'il aura pu mener. Bien sûr, le CV ne dira pas tout, et l'entretien permettra de jauger de ses qualités relationnelles. Par des éléments très simples, la façon de se présenter au moment de l'entretien, la façon de se tenir face à l'employeur, la qualité de l'échange, le ton dans le discours, et des questionnements que nous allons soulever, et un échange questions-réponses avec le candidat stagiaire qui vont permettre de déceler ce qui n'a pas pu être décelé dans le cadre du CV. Très bien. Est-ce qu'à ce stade-là, et je suis sûr et j'aimerais que oui, vous avez sur la base de ce qu'on a dit ici déjà des questions, quelles qu'elles soient, elles sont toutes les bienvenues, aucune n'est bête, je tiens à vous rassurer, et je suis sûr qu'elles seront profitables à la fois à ceux qui sont là et à ceux qui nous écoutent par le biais de cette vidéo. Donc voilà, sur ce que vous avez entendu ici, quelle que soit votre interrogation, l'idée d'une table ronde, c'est que vous en posiez. La première est toujours un peu plus dure et après, c'est la mitraillette. Félicitations, mademoiselle. Alors, vous parlez bien dans le micro. Ce n'est pas tant pour la salle, c'est une fois de plus pour nos web auditeurs. Alors, bonjour. Ma question, c'est à qui envoyer la candidature, surtout dans les grands groupes. Souvent, notre lettre de motivation, c'est Madame, Monsieur. Et on sait que quand on envoie une lettre comme ça arrive à l'accueil, ça ne va pas plus loin. Donc, à qui et surtout, comment connaître le nom de la personne à qui l'envoyer ? Voilà. Ça, c'est pragmatique. Merci pour cette première question. Les autres, réfléchissez à la suite, pendant qu'on écoute les réponses. Alors, le constat est tout à fait juste. Si c'est Madame, Monsieur, ça risque de se perdre en cours de route. Non, néanmoins, en tout cas chez nous, on a un processus de collecte de tout ce qui est CV et lettre de motivation au niveau des ressources humaines. Il y a également un site web sur lequel je vous encourage à vous connecter parce qu'il y a l'ensemble des offres d'emploi et autres besoins qui sont enregistrés sur le site. Donc de plus en plus, les entreprises passent quand même via un site pour proposer en fait ce qu'ils ont de disponible, où les personnes peuvent du coup postuler en ligne.
Après, si tout ça, ça ne donne rien, je pense que ce qui est intéressant, c'est de taper le nom de l'entreprise sur Google, etc. Vous verrez que des fois, ou même via des réseaux professionnels tels que Viadeo, LinkedIn et compagnie, vous trouverez des noms de personnes qui font partie de l'entreprise. Je sais que moi, je continue à recevoir des lettres et des demandes de stage et de candidature, alors que ça fait 3 ans et demi que je ne suis plus aux ressources humaines, mais mon nom continue à errer dans les Google et autres, et Viadeo et LinkedIn, et du coup, les personnes continuent à me solliciter. Donc moi, quand je reçois une candidature, très clairement, j'ai le service des ressources humaines qui est à côté de moi, donc je leur transmets, je dis voilà, cette personne recherche un stage, je ne sais pas si tu as des besoins, etc. Mais au moins, c'est pas perdu dans des canaux ou dans des bureaux, etc. C'est directement délivré de main à main au niveau, et ça rend les choses un peu plus humaines, quoi. Vous disiez en préambule que vous recensez les besoins auprès des chefs de service. En ce sens-là, est-ce qu'il n'est pas judicieux de les solliciter en direct et on gagne du temps et on va directement à la source, là où sont les besoins et je sais que sur le site du CG, on invite vraiment à écrire à l'attention du directeur des ressources humaines. C'est vraiment, vous conseillez vraiment d'écrire à la DRH ou on peut passer directement aux hiérarchiques directement concernés? Oui, je conseille de passer par le canal DRH pour 2 raisons. La première, c'est effectivement, comme ma collègue Amélie Port, il y a un processus de collecte de l'ensemble des candidatures. Donc si vous allez sur le site du Conseil général cg67.fr, vous verrez effectivement qu'il y a un onglet bourse à l'emploi où sont identifiées toutes les offres de recrutement et toutes les offres de stage. Donc ces offres de stage, pour chacune d'entre elles, est identifié un interlocuteur avec sa boîte mail recrutement. Et donc c'est bien cette boîte mail qu'il faut adresser l'ensemble des candidatures qui sont collectées, qui font d'emblée l'objet d'un courrier de réponse formel, un accusé de réception, comme on dit dans le jargon. Et ensuite, ces demandes, ces candidatures, deuxième raison, sont directement transmises au directeur opérationnel, au service opérationnel, qui soit ont fait une demande officielle de stage, dans le cadre de cette lettre de mission dont je parlais tout à l'heure, ou soit parce qu'on sait que la direction, nous on sait à la direction des ressources humaines que ces services ont besoin d'accueillir régulièrement des stagiaires dans cette thématique en particulier. Donc ce qui nous permet de mettre à leur disposition ces propositions de candidature. Donc il y a ce travail de courroie de transmission qui est régulièrement fait par la direction des ressources humaines et effectivement je ne peux qu'encourager à maintenir l'utilisation de ce canal. Pour compléter, alors pas pour mon exemple de petite entreprise, mais j'étais quand même dans quelques grands groupes avant, réseauter, ça marche, ça ne s'appelle pas du copinage, ça s'appelle de la cooptation, et on emploiera beaucoup plus, on prendra beaucoup plus quelqu'un qui nous est recommandé qu'un CV anonyme. Donc ça c'est point 1. Alors ce qu'a dit... ce qu'ont dit mes collègues sur Viadeo, sur LinkedIn, c'est une évidence absolue. Googlisez les gens. Donc ça, c'est le point 1. Demandez à vos amis, demandez aux parents de vos copains, de vos copines. Il travaille dans une entreprise, peut-être qu'il a un nom. Allez-y, osez, ayez de l'audace, il faut le faire. De toute façon, tant que vous n'avez pas de stage, au pire, vous n'êtes pas pris, mais vous étiez de toute façon pas pris si vous n'avez pas essayé. Donc, essayez, on ne pourra que vous dire non, et ce sera la même réponse que si vous n'aviez pas demandé. Donc, faites ça. Et ensuite, il y a aussi mauvais que le madame, monsieur que vous évoquiez, mademoiselle, c'est le stage pas ciblé. Écoutez ce qu'ont dit nos 2 collègues qui viennent de grosses structures. Ils ont enregistré les besoins qui viennent des services. Et donc, ils ont des tags, si vous voulez. Ils disent, tiens, on va avoir besoin, je dis n'importe quoi, de quelqu'un qui va travailler sur notre système de documentation ou d'archivage. Eh bien, regardez les stages qui sont proposés sur Internet et puis nommez votre CV. Dites, voilà, moi, je peux faire un stage dans ce domaine-là. Pas votre formation, mais dans le domaine que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et là aussi, il faut que vous ayez... des grands yeux, des grandes oreilles pour regarder un petit peu partout sur qu'est-ce qui peut bien parler à une boîte comme ça.
et oser le proposer On derrière. ira jusqu'à formuler une offre de service dans la lettre de motivation? Quasiment, ça mange pas de pain. Ça vous débanalisera. Ça vous démarquera d'un autre candidat, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Allez, c'était la première question. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Vous êtes venu, vous avez envie d'écouter des choses, entendre, d'avoir des réponses à un certain nombre de questions. On y aurait déjà répondu ici? C'est l'occasion. Hein. Moi, j'en ai encore. Hein. Moi, j'en ai encore. Vous dites réseauter. Je crois qu'on est à environ, si on regarde un petit peu les professionnels de la chose, on dit que c'est environ 30% des modalités d'accès à un emploi. Donc ça signifie effectivement la part importante de cette démarche réseau, qui veut dire ne pas simplement envoyer des lettres comme ça anonymement et de rencontrer virtuellement, on l'a dit sur les réseaux, ou très concrètement les gens. Les étudiants nous disent mais non, on n'a pas de réseau par définition, et puis on ne sait pas c'est quoi une démarche réseau. Est-ce que vous pouvez encore mieux préciser les vertus de ce réseau et dire à un jeune qui croit ne pas en avoir qu'il en a finalement du réseau? Je pense qu'Étienne a mentionné l'élément le plus important. C'est tout le monde connaît au moins quelqu'un qui bosse quelque part. Donc ne serait-ce que via ça, je veux dire, c'est la première démarche. Moi, je reçois un nombre incalculable de demandes par les gens de l'entreprise ou par des amis qui ont quelqu'un qui cherche un stage, etc. Il est assez rare que le stagiaire me contacte directement. Néanmoins, voilà, vous connaissez quelqu'un de n'importe où dans l'entreprise, vous pouvez dire, bah voilà, moi je cherche un stage, est-ce que tu peux au moins transmettre ça au niveau des ressources humaines, etc. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui est actif dans la vie professionnelle. Donc je pense que c'est le premier réseau. Et puis après, voilà, après ça dépend de vos expériences diverses et variées. Est-ce que vous avez déjà fait des stages dans d'autres entreprises ou pas? Et voilà, il y a des entreprises qui sont dans des cercles à l'extérieur. Étienne parlait du cercle auquel il appartient, donc il est en contact avec différentes autres entreprises. Et nous-mêmes, on est aussi en partenariat avec d'autres collègues. Donc même si nous, on ne trouve pas forcément chez nous, et ben, on peut être amené à dire, ben voilà, il y a telle personne qui m'a été recommandée, est-ce que chez toi, il peut y avoir une opportunité qui permet à cette personne de décrocher un stage, quoi. Donc c'est vraiment par le bouche à oreille. Donc le réseau va servir à ce que finalement le CV arrive au bon interlocuteur, ouais, de main à main et pas dans l'anonymat d'un mail. Il va aussi, j'imagine, servir à combler une autre lacune que font souvent les recruteurs que vous êtes, et un grief qu'ils adressent aux étudiants, c'est leur méconnaissance finalement du fonctionnement et du monde de l'entreprise. Je vois tout de suite Daniel qui opine du chef. C'est quelque chose qu'on entend très souvent de la part du recruteur. Et nous-mêmes, quand nous accompagnons les étudiants, on est parfois très surpris. Je prends l'exemple simplement, beaucoup d'étudiants sont incapables de citer un ou deux ou trois magazines qui font référence dans leur domaine d'activité. C'en est assez édifiant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur ce point-là et sur cette nécessité? C'est quelque chose que vous appréciez aussi qu'un étudiant, un stagiaire, qui est encore dans ses études, soit au courant de ce qui se passe de votre côté? Alors, c'est sûr que on apprécie, je relativiserai, on sait quand même qu'on a des étudiants, des stagiaires, donc qui connaissent pas trop l'entreprise. Ma foi, c'est pas complètement surprenant. Alors surtout dans les cursus typiquement universitaires, longs, j'entends, hein, je passe outre les DUT, où on a des gens qui commencent à faire des stages relativement tard. Alors déjà maintenant vous en faites, moi, à mon époque canonique, il était hors de question qu'une table ronde comme ça existe. Nous, on était juste l'entrepreneur banni de l'université, et puis de toute façon, on a méprisé vraiment l'université. Donc, ça ne discutait pas. Aujourd'hui, ça discute. Donc, pour revenir sur la question, on n'attend pas que vous connaissiez beaucoup l'entreprise. On attend par contre une chose de vous, c'est que vous n'ayez pas que des certitudes. Il n'y a rien de pire aujourd'hui qu'un étudiant qui va vous expliquer la vie et qui va vous expliquer comment doit fonctionner une entreprise. Alors là, on a juste envie de le mettre dehors. On ne demande pas non plus des tout mous et des tout gentils. Donc essayez de trouver l'équilibre qui va bien entre les deux. Ayez de l'écoute, ayez de l'intérêt et surtout,
soyez en mode éponge. Donc absorbez tout ce qui arrive de l'entreprise et assimilez-le vite. Après, que vous ne sachiez pas quelle est la différence entre un RRH et un DRH, pour revenir sur la question de tout à l'heure, on ne va pas en faire cas, hein, vous inquiétez pas trop là-dessus. Mais soyez curieux, soyez intéressés. Bon, vous relativisez, c'est bien. Je reviens vers Daniel, qui était plus en accord avec le propos. Oui, j'ai opiné du chef parce que tout à l'heure, on identifiait les atouts hein, d'une bonne candidature donc réseautée et débanaliser, j'aimais bien cette expression, débanaliser une candidature. Donc il est vrai que d'avoir une lettre de candidature standard, type, c'est passe-tout, c'est passe-partout, mais en même temps, vous ne sortez pas du lot. Moi, j'aime bien quand je vois des lettres de candidature que les stagiaires se sont un minima renseignés sur l'environnement professionnel de l'entreprise dans laquelle ils souhaitent faire un stage. Donc, il y a une mine d'informations aujourd'hui. J'allais vous le demander, comment on fait alors? Voilà. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on apprend en cours d'ailleurs. Oui. Hein. Alors, généralement, les grands comptes, les grandes entreprises sont dotés de sites sur lesquels vous avez une mine d'informations sur les valeurs de l'entreprise, sur les activités, sur l'actualité. On ne vous demandera jamais de comprendre, de connaître par cœur le rapport d'activité chiffré, mais de connaître au minimum quelques secteurs clés d'activité de l'entreprise ou de l'administration pour ce qui me concerne. On a le sentiment, lorsqu'on voit une lettre de candidature de ce type, que le candidat a vraiment envie de venir faire cette mission chez nous, chez vous. Et quand on la voit en entretien, on a le sentiment d'avoir une personne qui a la flamme et qui a envie vraiment de décrocher ce stage. Ça va prouver son intérêt finalement. Voilà. Donc la flamme, c'est important. Ne nous racontez pas des cracks non plus. Moi, j'ai vu des lettres de motivation. J'ai un site internet depuis 2 semaines. J'ai vu des lettres de motivation il y a 6 mois, il y a 1 an, où on me parlait de la fabuleuse notoriété de Régelec. Je trouvais ça magnifique que mon entreprise ait une fabuleuse notoriété. On fait les pages jaunes, on la trouve à peine. Donc voilà, ne nous racontez pas n'importe quoi. On n'en a juste pas besoin. J'en ai même vu en entretien qui me disent qu'ils ont été sur Internet et qu'ils ont trouvé des informations. Alors, je leur ai demandé de me citer quel type d'informations on trouvait sur Internet. Vu qu'on n'avait pas de site, je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, n'en faites pas trop. Faites ce qu'il faut faire, mais faites toujours attention à ce que vous allez annoncer en entretien, il va falloir le prouver derrière. Hein. Parce qu'on ne va pas se contenter de dire voilà, moi, je sais faire quelque chose en avant et qu'est-ce qui me permet de voir que vous savez le faire. Donc, dans le même sens, ne nous racontez pas des bobards, arrêtez de nous dire qu'on est beau, on le sait, on a nos femmes et nos maris qui nous le disent, on n'a pas besoin que les candidats stagiaires nous le disent aussi. Ça fait naître des remarques, ça peut être des remarques et pas que des questions. Toujours pas. Si vous saviez ceux qui sont derrière leur écran, qui aimeraient être à votre place pour les poser. Je sens qu'il y a des questions par là-bas. Ou des remarques, hein. Ouais. Je pense plutôt même. Oui. Oui, moi je m'interroge, bonsoir. Je m'interroge sur l'importance que vous donnez aux lettres de recommandation qu'on peut éventuellement joindre au CV, aux lettres de motivation. Savoir de la source, etc. Alors moi je vais aller à l'encontre de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que moi je ne les lis jamais. Donc je suis un très mauvais exemple. La question est pourquoi ? Parce que pour l'instant, c'est tellement copie conforme que je n'y trouve aucun intérêt sur l'identité de la personne. Donc, je vais plus regarder le CV. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de lettres de motivation, hein, puisque j'ai certains de mes collègues qui les lisent avec attention. Mais c'est vrai que tant que ça reste, voilà, je suis étudiante en, j'ai fait ci, ça, machin, et je suis très intéressée de rejoindre votre groupe. Bon, voilà quoi. On parlait des lettres de recommandation. Ah, de recommandation. Oui, que quelqu'un aurait fait suite à une expérience réussie quelque part, dans un job ou un stage. Celle-ci, vous les considérez du coup D'un enseignant, d'un ancien tuteur de stage, d'un responsable d'un de vos jobs étudiants, etc. C'est une bonne question. C'est vrai qu'elles sont quand même très très rares. Enfin, c'est pas tellement dans notre culture. C'est plus anglo-saxon, hein, les lettres de recommandation. Et c'est vrai qu'en France, c'est encore quelque chose qui est tout à fait exceptionnel.
Alors, je vais vous montrer que... La recommandation peut se faire par le réseau, par contre. Ouais. C'est-à-dire que quand on contacte par réseau, en fait, il ne faut pas non plus y aller comme un... foncer droit dans le mur en disant « Ah, mais je voudrais un travail chez vous ou un stage chez vous ». Je crois que c'est... Dans sa demande de personnes qui sont dans l'entreprise, il y a toujours une personne qui va connaître une personne qui va connaître une personne. Et en fait, c'est être mis en relation comme ça, progressivement, à travers le réseau. Et c'est ça qui va jouer, je crois. On peut demander des conseils sur un réseau, hein. On peut demander un certain nombre de choses. Et souvent, c'est ce que vous ne faites pas. Alors, concernant les lettres de recommandation, puisqu'il y a certains salariés qui nous demandent des fois des lettres de recommandation. Alors, comme ça ne s'obtient pas forcément toujours pour les bonnes raisons, je suis assez mitigée par rapport aux lettres de recommandation. C'est-à-dire qu'il y a parfois des salariés desquels on se sépare volontairement, parce que ça ne colle pas pour X ou Y raison, mais on sait que dans d'autres entreprises ou dans d'autres cultures d'entreprise, la personne peut rebondir, elle va nous demander une lettre de recommandation, on peut être amené à faire quelque chose d'assez neutre, de dire, voilà, cette personne a occupé tel poste, etc. Elle a démontré un certain nombre de compétences, ce qui n'est pas à mentir, puisque c'est effectivement le cas. Néanmoins, voilà, les parcours de vie font qu'à un moment donné, on s'est séparés. Donc pour moi, ça dépend, je suis assez mitigée par rapport aux lettres de recommandation, parce que je sais en back-office comment on peut être amené à l'obtenir ou ne pas l'obtenir. Donc, mais après, c'est mon expérience propre, je ne peux pas parler pour d'autres organisations. C'est intéressant. Romina lit les loisirs, je n'ai cure des loisirs. Moi, ça m'intéresse alors absolument pas, surtout quand on me marque qu'on fait du bricolage, de la randonnée et de la lecture. Alors, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Romina ne regarde pas trop les lettres de recommandation. J'adore regarder les lettres de recommandation. Donc, dites-vous simplement là un truc. C'est ce que vous êtes en train d'entendre. Vous l'entendez juste de 3 recruteurs. Et ces 3 recruteurs sur... What 1000 recruteurs. Donc, on a chacun nos petites marottes et les choses qu'on va regarder. Donc, une lettre de recommandation, pour revenir là-dessus, attention aux lettres à double tranchant, sachez les lire. Si on dit que quelqu'un a comme qualité que c'est quelqu'un de très rigoureux, très ponctuel, etc., on est peut-être juste en train de décrire un psychorigide. Il y a des qualités qui ne sont pas forcément des grandes qualités dans l'entreprise, et surtout, comme le disait Romina fort justement, on en écrit, donc on sait en lire aussi, hein, et la vérité est ailleurs. Donc ça, faites attention à ce que les lettres de recommandation soient bonnes. Maintenant, moi j'ai eu le cas sur des stagiaires où il y avait des lettres de motivation, des lettres de recommandation, pardon, qui étaient vraiment très bonnes. Voilà, ça fait un plus. Par contre, n'oubliez pas un truc, hein, c'est qu'on a aussi un téléphone et qu'on sait très très bien téléphoner et retomber sur la personne. Donc ne nous inventez pas des lettres de motif, parce que sinon ce ne sera même pas la peine de venir en entretien. Des lettres de recommandation, pardon. Et par contre, je rejoins tout à fait Romina sur la lettre de motivation. C'est complètement un effet de style. Et j'ai des savoir-faire, machin, tout ça. Mais je sais que les savoir-être sont plus importants et je vous les prouverai lors d'un prochain entretien. Merci, salut. Donc faites-le, c'est un effet de style, mais voilà. Faites-le un minimum, au moins dans le mail que vous nous envoyez avec un CV. Moi, je vous mettez un tout petit truc. Voilà, ça nous fait un peu plaisir. Alors, il va pas être d'accord. Si vous voulez compléter le propos, c'est bien. Ben oui, c'est très important. J'allais le dire ici, mais ce sont 3 témoignages de poids. Mais c'est vrai que lorsque nous rencontrons les recruteurs, et ben chacun il y a des points sur lesquels ils s'accordent, mais il y a aussi des points de discorde, et c'est ce qui rend encore plus complexe des fois votre approche. Donc il y a forcément avec un de vous deux que je suis pas d'accord, et forcément un de vous deux avec lequel je suis en accord. Reste à savoir lequel. Donc moi, les lettres de recommandation, je les fais lorsque le stagiaire a vraiment apporté une valeur ajoutée et qu'il a fait un travail sérieux. A contrario, lorsque j'ai un stagiaire qui ne donne pas satisfaction, je ne les fais pas et je refuse de les faire lorsqu'il me la demande. Donc c'est pour vous donner le poids que moi je donne à la valeur de la lettre de recommandation. Donc il n'est pas d'accord avec moi. Mais... On va clore cette partie-là. J'aimerais qu'on aborde une dernière partie ensemble, sauf s'il y a une question encore sur le process de recrutement. Je ne voudrais pas vous frustrer.
Qu'attend-on du stagiaire une fois qu'il a été recruté en poste? Là aussi, il y a des attentes certainement. Autrement dit, c'est quoi la bonne attitude d'un stagiaire? C'est quelqu'un qui en fait beaucoup, qui en fait plus? Comment, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas la science infuse, il ne va pas révolutionner, même s'il est là pour faire des missions qui sont des fois, qui vont donner lieu à du livrable, sur lesquels il y a des enjeux, on l'a dit, qui peuvent être importants. Qu'appréciez-vous de la posture d'un stagiaire? Un stagiaire, c'est quelqu'un qui, dans sa fonction, a un avantage extraordinaire par rapport à tous les gens en poste, c'est qu'il a le temps de faire les choses. Peut-être la seule personne dans une organisation à qui on donne le temps nécessaire pour faire la mission, voire même un petit peu plus que le temps nécessaire. Donc on attend qu'il bosse, on attend qu'il fasse tout sauf d'aller sur Facebook pendant les heures de boulot, je vous le dis franchement. Ça c'est juste très énervant, alors Facebook ou autre. Hein. On attend qu'il bosse, on attend qu'il aille gratter un petit peu, qu'il aille loin dans les choses. Le superficiel ne nous sert absolument à rien. Donc, grattez les choses, allez au fond des choses, rendez-vous votre boulot intéressant et générez-vous aussi des fois on appelle ça dans le bâtiment des travaux sup. Donc, du plus. Tiens, on m'a demandé de faire ça, mais en creusant jusque-là, je me suis rendu compte que là, il y avait peut-être un truc qui était intéressant à creuser, et j'y suis allé. Je ne vais pas trop demander l'autorisation, j'avais le temps. J'y suis allé, j'ai vu ça, ça, ça. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'on creuse? Les gens curieux, profitez de votre jeunesse, profitez de tout ça, et montrez-nous que cette jeunesse est formidable, et j'en suis intimement convaincu. En tout cas, elle n'est pas plus mauvaise que nous à notre époque. Donc, allez-y, creusez. Moi, c'est vraiment ce que j'attends d'un stagiaire, c'est qu'il creuse les choses, et après qu'il sache rester à sa place. Hein. On n'attend pas un saltimbanque, un machin, un truc. Voilà, qui travaille normalement, mais vraiment qu'il utilise ce temps extraordinaire qu'on lui donne. Et encore une fois, une des rares fois dans sa vie professionnelle où on aura le temps de mener ses projets et d'aller au fond des choses. Donc, il faut vraiment en profiter. Il y a une dimension qui est aussi importante, c'est d'observer la culture d'entreprise et de se poser la question des conséquences de ce qu'on est en train de faire. Je vous parle de ça parce qu'il y a certains stagiaires, notamment en ressources humaines qu'on avait, qui, en fait, avec toutes les bonnes intentions du monde, sont allés poser des questions aux salariés dans les zones de production, sans avoir au préalable validé ce point-là avec leur tuteur ou même l'organisation en question, et où de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose d'assez difficile à gérer, parce que du coup, les salariés ont commencé à discuter entre eux en disant « Mais tiens, pourquoi est-ce que cette personne vient nous voir? C'est quoi ce sujet-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des risques pour nous ?» etc. Donc ça peut vite prendre des proportions, surtout sur des sujets, notamment RH ou d'organisation. Ça peut vite prendre des proportions qui dépassent un petit peu tout le monde. Donc il y a vraiment un besoin de se dire « Bon, j'ai envie de faire ça. Ça va complètement dans le sujet qu'on m'a donné. Par contre, j'ai besoin de valider ma démarche avec mon tuteur et mon organisation avant de me lancer. » Donc, il y a parfois le contre-coup de la passion et de l'énergie qu'on vous demande. Il y a juste besoin de prendre 2-3 précautions avant de vous lancer, notamment avec les personnes qui, elles, ne sont pas forcément au courant du sujet de stage ou autre. Donc, il y a parfois quelques précautions à prendre. Mais sinon, je rejoins complètement. Quand on est dans la technique, on peut y aller. Quand on est dans l'humain, on est sur une matière qui est très, très, très délicate à travailler. Et dites-vous effectivement, Romina le dit très bien, le salarié peut être très vite inquiet de ce qui se passe parce que ça vient des bureaux, ça vient d'en haut. Et on est quand même dans une culture, et c'est ce qu'on nous véhicule à travers l'information, qu'il y a des patrons qui se demandent le matin comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire du mal à leurs salariés. Donc, à force de l'entendre tous les jours à la radio et à la télé, on finit par le croire. Donc, effectivement, dès que vous allez commencer à traiter avec l'humain, faites très, très attention. D'où l'intérêt, pour rebondir, d'un suivi poussé de la part du tuteur pour bien vérifier effectivement le cadrage de la mission au démarrage, la bonne conduite de la mission par le stagiaire tout au long de la mission de stage. Et ce qu'on attend pour répondre à la question également du stagiaire, c'est qu'il puisse être aussi en capacité d'alerte de son tuteur lorsqu'il y a un point sur lequel il se sent en difficulté, ou alors un point sur lequel il n'arrive pas à avancer,
où il se sent pas capable. C'est l'occasion dans le cadre de ces suivis de pouvoir bien peser la mission qui est confiée et de voir comment on adapte le contenu et le périmètre de la mission à un moment donné. Donc important effectivement que le stagiaire puisse également alerter son tuteur des difficultés entre guillemets auxquelles il peut être confronté. Vous formez vos tuteurs? Oui. Ils font l'objet de formations spécifiques. Oui. D'accord. Oui, oui, mademoiselle. Le micro, juste le temps que le micro arrive. Ma question, c'est je viens de terminer mon stage de fin d'études de Master 2 et je cherche un premier emploi. Et je voulais savoir quelle est la différence entre ce qu'attend un tuteur en stage de fin d'études et un premier emploi dans une entreprise. Voilà. C'est une très bonne question. Le risque n'est pas du tout le même pour un employeur de prendre un stagiaire. Si on prend quelqu'un de pas très bon pendant 6 mois, on a pris quelqu'un de pas très bon pendant 6 mois, on a perdu 1 an. Si on prend quelqu'un de pas très bon, qu'on s'en rend pas compte pendant sa période d'essai, parce que 3 mois, on arrive à faire, on peut, et puis on se dit voilà, il est jeune, elle est jeune, il va se lancer. Si on a pris une chèvre, on a des vrais problèmes pour s'en séparer. Ne l'oublions pas, c'est difficile de licencier en France. Donc il y aura un risque qui est vraiment très élevé de la part de l'employeur, et ça, il le prend en compte, et ce sera une stratégie à adapter, je dirais. Mais maintenant, il faut... je peux vous donner un conseil, il faut pas trop intellectualiser les choses. Il y a un moment, il faut go, on y va, et il faut chercher le travail, quoi. Donc, faites-le comme vous avez fait un stage. Si vous avez trouvé un stage, appuyez-vous sur vos forces et puis foncez. Votre stage s'est bien passé? C'était où? Au Québec. Tu peux redonner le micro, Christine? On peut peut-être avoir un petit échange. Vous avez fait un stage à l'Université de Laval à Québec. Oui, en fait, c'était une plateforme d'édition. Enfin, je suis dans l'édition. J'ai fait 2 ans en littérature ici à Strasbourg. Je suis partie ensuite à Montpellier pour des raisons personnelles. Et en dernière année, donc, je me suis spécialisée en édition. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une plateforme d'édition numérique là-bas. Alors c'est intéressant ce témoignage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en écho de votre expérience et de ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, des choses que vous avez retrouvées dans votre propre expérience, de ce que nous ont dit nos 3 recruteurs ici présents? Alors oui, il y a beaucoup de choses, mais surtout je vois la différence entre qui j'étais avant de commencer le stage et celle que je suis maintenant. Le stage de fin d'études, moi j'ai eu beaucoup de responsabilités, donc ça m'a permis de voir ce qu'attendait l'entreprise de moi et ce dont j'étais capable aussi de faire. Oui. Vous étiez consciente de ce potentiel avant même de démarrer, ou c'était une vraie découverte? C'était une vraie découverte. Je ne me sentais pas du tout capable de faire quoi que ce soit. On m'a proposé de faire la réédition d'un livre qui était attendu, justement, parce que c'était une plateforme d'édition de recherche de scientifiques. Et donc, c'était un livre qui était attendu depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, quand on m'a annoncé ça, je fais « waouh, je vais pas y réussir, je vais pas réussir ». Et finalement, j'ai fait les choses tout à fait correctement, et j'ai même fait plus puisque je l'ai fait en EPUB, c'est-à-dire pour une tablette numérique, ce qui n'était pas du tout attendu de la part de mon directeur de stage. Donc on voit bien ce que vous disiez, Étienne, l'importance même d'en faire plus. Voilà, creuser. Est-ce que vous sentez le déclic? Quand est-ce que vous avez dit dans votre tête, ça y est, là je suis une vraie professionnelle et plus une étudiante, ou j'ai beaucoup plus de compétences que je ne l'imaginais a priori? Oui, c'était au bout de 2 mois et demi, au milieu du stage, en fait. En fait, c'était assez particulier parce qu'il y a une autre stagiaire qui est venue en même temps, qui est venue au milieu de mon stage à moi. Et là, je me suis rendu compte de comment elle se comportait et comment moi, maintenant, je me comportais. Donc oui, c'est à ce moment-là que j'ai vu la différence. Merci pour ce témoignage. Si d'autres veulent témoigner, sont les bienvenus. Et en attendant, on peut continuer sur la question qui était posée, qui est qu'attend-on dans l'attitude aussi d'un stagiaire? Je vous la pose encore à tous les deux. Je voulais juste revenir. Quand vous allez chercher du travail, parce que vous nous avez posé la question, des tout petits conseils. On est en France. Vous avez été à l'université de Laval au Québec.
dites-nous, surtout nous, à l'employeur, moi les livres, mais dites à l'employeur ce que vous avez apporté, ce que vous avez fait, plus que là où vous l'avez fait. Parce qu'il faut qu'on fasse très très attention à cette vision très franco-française de l'université qui est dans son petit monde et l'entreprise qui est dans l'autre. Donc parlez le langage que va attendre l'entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai réalisé ? Quels sont les plus que j'ai apportés ? Et comment j'ai amené une vraie plus-value. Et ça va être important parce que c'est le langage qu'on va attendre. Donc ça, c'est une très grande différence entre un jeune diplômé qui a fait un stage, et vous avez dit vous-même en 6 mois, je pense, duré votre stage, vous avez énormément mûri professionnellement. Et donc c'est cette différence de maturité qu'on attend. Et la différence de maturité pour une entreprise, c'est le salarié, si je le prends, c'est parce qu'il va m'apporter quelque chose. M'apporter, et je suis désolé si ça en choque certains, me rapporter aussi de l'argent. Je n'embauche pas des gens, encore une fois, pour leur faire plaisir, mais parce que ça permet à mon entreprise de gagner de l'argent. D'accord ? Donc parlez bien de ça, des plus de ce que vous apportez dans votre stage. Le fameux livrable que vous évoquez et ce qu'il a permis. Alors la bonne attitude, toujours en stage. Ou à l'inverse, si vous avez plus de mal, ce serait quoi une mauvaise attitude de stagiaire ? Ça vous laisse quoi tous les deux ? Bon, je crois qu'on a pas mal échangé sur ce qu'on attend du stagiaire et clairement ce qu'on ne souhaite pas de la part du stagiaire. Donc on a parlé de certitude, donc un stagiaire qui sait déjà tout faire, qui sait déjà comment tout déjà faire par rapport à votre entreprise, on ne le prendra pas. Encore une fois, c'est vraiment la capacité pour cette personne d'intégrer un collectif de travail qui est attendue. Donc je pense que votre expérience peut également en témoigner. L'expertise technique, vous l'avez forcément par le biais de votre formation initiale, mais apprendre à travailler avec des collègues, apprendre à travailler avec du doigté sur des mesures qui sont parfois sensibles, ce sont des choses qui sont difficiles à appréhender dans les livres ou difficiles à appréhender sur les bancs de l'université. L'université est là pour vous donner le bagage technique, mais le travail terrain dans l'entreprise vous permettra d'avoir ces compétences relationnelles qui vous seront nécessaires tout au long de votre carrière. D'accord. Je citerai juste Henry Ford qui nous disait que la qualité d'une idée ne se mesure qu'au moment de sa mise en œuvre. Donc en stage, ayez des idées, c'est vachement bien. Mettez-les en œuvre, je vous assure que c'est beaucoup mieux pour les entreprises ou pour les administrations qui vous accueillent. Donc ça aussi, c'est dans l'état d'esprit. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu lourd là-dessus, mais on est face à des universitaires. Pensez qu'on se dit beaucoup, on a des chercheurs, mais on n'a pas de trouveurs, prouvez l'inverse. Donc ayez de l'idée, ayez de la mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend de vous en tant que stagiaire. Autre question que j'aimerais vous poser, vous laissez-vous surprendre aussi, c'est-à-dire laissez-vous une place aux candidatures spontanées, laissez-vous la place à quelqu'un qui vous offrirait d'accomplir une mission qui n'était pas prévue ou que vous n'aviez pas prévue initialement et à qui vous répondriez favorablement. C'est des choses qui arrivent dans votre quotidien ? Vous qui avez justement précisément une politique et donc défini des besoins, mais pour autant, est-ce que vous laissez la porte ouverte à des sollicitations qui pourraient être intéressantes ? Ça nous laisse quoi ? Ouais. Dans l'absolu, je dirais oui. Maintenant, je n'ai pas souvenir que ça me soit arrivé. Vraiment, avec... Parce qu'encore une fois, généralement, c'est des réponses... Enfin, c'est soit la personne dit, voilà, j'ai besoin de faire un stage et j'aimerais le faire chez vous, parce que votre groupe est de renommée internationale, etc. Donc, c'est souvent sous la forme d'un besoin imposé par l'éducation nationale que l'offre arrive, ou alors effectivement c'est en réponse à une demande bien précise. Ouais. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de quelqu'un qui d'être scotché par une offre de service dans une prise de contact qui vous a dit ah oui, ça c'est une bonne idée, on y avait déjà pensé mais on n'avait pas le temps, ou on n'y avait pas encore pensé, pourquoi pas. Ça c'est pas quelque chose qui est arrivé encore sur votre bureau. Non, après au niveau des perles, à ne surtout pas faire, c'est les parents qui appellent pour...
Ça va bien pour les stages de 3e. Ouais, non, ça le fait pas, quoi. Donc, des fois, on a les parents, effectivement, qui appellent. Oui, mon fils, ma fille est en X année et n'arrive pas à trouver de stage. Est-ce que, voilà, je prends les contacts, etc. Ça n'existe pas. Donc, donc là, du coup, je dis, bah non. Enfin, je pense que c'est à la personne elle-même de prendre son téléphone et de contacter. Mais bon, j'espère que je prêche des convaincus. Voilà, mais ça arrive. Et donc, ça, c'est assez intéressant à soulever. Et après, moi, ce que je dis toujours aux étudiants, ou quand je suis amenée à intervenir dans le système éducatif, c'est au niveau de l'entretien. En tout cas, pour moi, la question qui est rébarbative, quand je dis « est-ce que vous avez des questions à me poser ?» c'est oui, quels sont les avantages de votre comité d'entreprise et quels sont les horaires et est-ce que je peux partir à 16h parce que j'ai mon train à 16h15, etc. Machin, quoi. Donc, on ne demande pas du présentéisme pour faire du présentéisme. On ne demande pas un investissement qui est surdimensionné. Par contre, on attend que la personne vienne avec une volonté de s'inscrire dans une activité professionnelle et pas juste parce que les tickets de cinéma sont moins chers au CE et qu'on peut... même si en tant qu'étudiant, vous avez des tarifs privilégiés. Et même si sur votre site, que j'ai compulsé encore cet après-midi, à la rubrique recrutement, il y a bien, de façon à attirer le chaland quand même, les avantages offerts, effectivement. Oui. Ça m'a même surpris d'ailleurs, hein. Comme un espèce d'argument publicitaire. J'étais surpris de le voir ici dans cette... alors c'était en dernier point du menu déroulant, mais ça y figurait tout de même. Hein. Effectivement, on a toute une politique de bien-être avec un certain nombre de services qui sont rendus aux salariés et qu'on met en avant comme étant... un plus pour rejoindre notre entreprise. Peut-être pour compléter le propos, donc bien évidemment, ne pas poser cette fameuse question, les horaires et les avantages sociaux. Ne pas poser de questions non plus, ça peut être compris comme une candidature banale. Mais si vous posez une bonne question, ça peut être aussi une façon de mettre en valeur votre candidature. Donc une question qui va dénoter une curiosité de votre part, une compréhension de la mission qui forcément est une question que l'employeur se pose dans le cadre de la problématique qui est posée dans le cadre de la mission du stage. Donc de la soulever lors de l'entretien de recrutement, ça peut être un plus qui peut faire la différence avec une autre candidature. Donc osez la bonne question, j'ai envie de dire. Préparez la bonne question. Oui. Préparez-la. Ne venez pas en vous disant je vais avoir... l'illumination au moment de l'entretien sur la question qui va faire mouche. Préparez 2-3 questions et en fonction de la tournure de l'entretien, posez-les. Comportement aussi à éviter, ne nous incendiez pas de bêtises si vous êtes déçu de ne pas être pris. Ça m'est arrivé, c'est quasiment à l'insulte, d'accord ? C'est un petit peu mauvais pour tous les gens qui viennent de votre formation après, parce qu'on a un petit peu tendance à cataloguer... celui-là, c'était un imbécile, boum, il a fait telle formation, merci. Donc oui, la vie, c'est plein d'échecs, et vous en aurez plein des échecs, mais nourrissez-vous de vos succès au lieu de vous nourrir de vos échecs, vous verrez, c'est vachement plus nourrissant. Et voilà, ne soyez pas... Enfin, vous avez le droit d'être déçus, mais nous cracher votre venin au visage avec certains discours qui sont voilà, juste caricaturaux... ça servira à rien à part à vous défouler et ça desservira tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Non, mais vous le savez, ceux de l'Université de Strasbourg sont très polis. Regardez cette belle assemblée. Là. J'imagine pas un seul instant qu'ils soient dans ce registre. Est-ce que... Oui, je vois une question, volontiers. 2 même. Bonsoir. Je suis en master psychologie sociale et je voulais savoir si dans le monde de l'entreprise, s'il y a encore des biais ou des préjugés par rapport à notre filière pour les postes de ressources humaines ou recrutement. Énormément. Non, je plaisante. Mais, je vais vous parler quand même de mon parcours à moi parce que ça répondra à une de vos questions. Qui est quand même très atypique. Hein. Ouais. Donc moi j'ai fait psychologie clinique et psychopathologie donc à l'université anciennement appelée Louis Pasteur. Et donc je suis arrivée, j'ai fait mon DEA, donc master de recherche, et je devais poursuivre sur une thèse, et finalement ça s'est pas fait. Donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et en fait,
par le biais des rencontres, on m'a proposé de faire un master en ressources humaines, en alternance, donc à l'IAE de Strasbourg. Donc j'ai pris mon dossier et donc pour l'apprentissage, il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient émis des souhaits, enfin qui avaient fait savoir donc à l'IAE qui cherchaient un apprenti pour la rentrée donc en cours. Donc je me suis dit bon, facile. Et donc j'ai pris la liste et j'ai commencé à envoyer mes candidatures. Et en fait, donc je rappelais derrière pour savoir s'ils avaient bien reçu ma candidature et ce qu'ils en pensaient. Et donc soit je n'avais pas de réponse, soit il y en a un qui m'a dit « Ah non, mais là, ça va pas être possible. » Donc j'ai dit « Mais pourquoi ça va pas être possible ?»« Bah ouais, vous avez fait psycho, quoi. » Je dis « Oui, mais non, mais en fait, justement, c'est... » Alors ils disent « Non, mais attendez, on veut pas d'un psychologue dans l'entreprise. » Donc je dis « Non, mais en fait, c'est pas pour analyser sous Freud et Lacan vos institutions, c'est justement pour sortir de la psychologie et m'inscrire dans les ressources humaines. » Donc jusqu'à une semaine avant le début des cours, je n'avais toujours pas d'entreprise. Et donc l'IAE commençait à me dire « Écoutez, il faudrait peut-être laisser votre place à quelqu'un d'autre. » Donc j'ai dit « Non, je vais aller jusqu'au bout et essayer toutes les mesures. » Et in fine, j'ai décroché donc, mon apprentissage chez Aguerre, parce que la personne qui recrutait était un ancien éducateur spécialisé. Donc, à votre question, j'espère que 10 ans après, ce n'est plus vrai. Néanmoins, c'est vrai qu'on se heurte assez... En tout cas, moi, je me suis heurtée à cette problématique. Et on se heurte quand même au fait que, voilà, c'est pas quelque chose de très concret pour l'entreprise, ce type d'études, que ce soit sociologie ou psychologie. Donc, ça renvoie à certains fantasmes. Et selon la personne que vous avez en face, ça peut être perçu de façon... plutôt volonté de mettre à l'écart. Et néanmoins, bon, voilà, vous prêchez une convaincue, donc je reste persuadée que c'est une vraie belle aventure et que vous pouvez apporter énormément de choses, surtout dans les problématiques d'entreprise d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui est mal-être au travail, tout ce qui est analyse des organisations, enfin toutes les thématiques que vous voyez dans la presse. Et je pense que les filières sciences humaines ont beaucoup de choses à apporter au monde de l'entreprise. Donc je croise les doigts pour vous, mais malheureusement c'est du vécu, c'est difficile. Pour en rencontrer beaucoup, on fait beaucoup un travail à votre destination qui est de dire un petit peu comment vous devez changer d'état d'esprit et comment vous devez faire un travail, mais on ne se prive pas de le souligner à nos recruteurs. Ce discours-là de l'ouverture aux sciences humaines, au profil universitaire, on le lit depuis de nombreuses années. Ce ne sont pas des originaux non plus, nos recruteurs. Et souvent, ils sont sur des schémas, si ce n'est séculaires, mais qu'ils reproduisent beaucoup. Je vois que vous confirmez, merci. Et donc, ce ne sont pas des originaux, globalement. Et donc, c'est tant mieux quand on tombe sur ce type de profil, mais il faudra toujours convaincre et argumenter ça, je crois, globalement, par rapport à ceux que vous rencontrerez. Hein. C'est vrai qu'ils ont des réflexes de recrutement bien souvent quand ils ont été satisfaits ou là où ils connaissent, là où ça fonctionne. Et même si on lit et si on entend des choses, c'est pas encore complètement ancré de votre côté. Je sais pas ce que vous pouvez en dire et sur la question des préjugés. Quelle est d'ailleurs la nature des préjugés à votre avis dont vous pourriez souffrir? Que justement on pense qu'on va les analyser. Hein. Alors qu'en psychologie sociale, organisation et travail, on fait aussi beaucoup sur la problématique de la perception du risque, sur comment organiser ou améliorer, faire de la prévention, diagnostiquer sur tous les problèmes, ce genre de choses. Eh bien, si dans votre CV, au lieu de mettre simplement l'intitulé du diplôme, vous précisiez ça en dessous, en quelques mots-clés, ce ne serait pas inintéressant, hein? Alors après, il y a des voies par lesquelles vous pouvez rentrer plus facilement dans les entreprises. C'est via tout ce qui est médecine du travail. Et régulièrement, ce type de secteur recrute pour justement faire des analyses, puisqu'on a pas mal de thématiques autour de tout ce qui est risques psychosociaux. Donc ça peut être piloté par les ressources humaines, mais ça peut être également piloté par tout ce qui est services de santé. Et régulièrement, on se fait entourer de sociologues. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est vrai que, en fonction de la personnalité des responsables, ça peut
ça peut questionner. Donc ça ne me surprend pas que vous soyez soumise à ce genre de problématique. Vous vouliez apporter un complément d'info sur la question des préjugés? Oui, Romina le dit fort justement. Hein, vos recruteurs seront dans la majeure partie des cas des hommes, d'abord, qui ont fait, alors sauf si vous voyez la DRH, mais votre N+1 sera un homme, très vraisemblablement, au jour d'aujourd'hui, qui a fait maths sup, qui a fait maths spé, qui a fait une ENS. Et ces gens-là, ils se retrouvent à des postes où aujourd'hui, ils recrutent. Et comme ils sont à leurs yeux l'incarnation de la réussite, forcément, ils vont essayer de recruter des gens qui leur ressemblent. Donc ça, c'est un fait. Ça sert à rien de se voiler la face et de se dire ouais, il y a vachement plus d'ouverture vers l'université. Oui, il y en a vachement plus, mais comme on a beaucoup plus d'éoliennes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, sauf qu'aujourd'hui l'énergie elle est toujours nucléaire et l'éolienne est une toute petite partie. Donc la vie est injuste, la vie est pleine de préjugés, mais c'est la vie et c'est mieux de la vivre. Donc faites avec. La démarche, c'est au lieu de... Enfin, ne vous dites pas « Oh, qu'est-ce qu'on va me reprocher ?» etc. Mais dites-vous vraiment « Qu'est-ce que moi j'ai à offrir de différent ?» Et je reste convaincu que les universitaires, vous avez un parcours qui est différent. Je reviens quand même sur le gars qui a fait maths sup, maths spé. Il avait des potes qui ont été faire un DUG. À l'époque, il y avait des DUG encore aux universités. Pendant que lui, il travaillait comme un forcené pour se choper des 4, il voyait ses copains qui étaient en fac et qui avaient 12 heures, 16 heures de cours par semaine. C'est la mémoire qu'il en a aujourd'hui, 20 ans après. Donc ouais, il va falloir un tout petit peu ramer pour lui expliquer qu'il y a vachement plus que ça et que vous avez beaucoup plus de richesse à lui apporter. Donc réfléchissez à ce que vous pouvez vous apporter en tant que profil universitaire et allez-y franco. De toute façon, au pire, vous n'êtes pas embauché, comme dit, donc il peut que vous arriver des bonnes choses. Donc allez-y et jouez sur vos forces, c'est important. C'est pas obligé, Daniel, si vous avez... Non, peut-être juste un mot de conclusion pour dire qu'effectivement, les évolutions sociétales permettent forcément de tordre le cou à ces préjugés, hein, puisqu'on parle beaucoup de risques psychosociaux aujourd'hui. Il y a davantage de questionnements sur les problématiques d'organisation au sein des administrations et des entreprises publiques, hein, donc là, il n'y a pas de différence. Et ce sont bien sur ces sujets-là hein, qu'on a besoin d'avoir ce type de métier, ce type de parcours de formation. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour tordre le cou à ce préjugé. Et donc il y avait peut-être la dernière question de votre voisine. Oui. Merci. Donc c'était simplement une remarque par rapport à ce que vous avez dit quant au comportement à ne pas avoir. Donc quand on est stagiaire, et juste un petit échange d'expérience, aussi un comportement par rapport aux responsables de stagiaires, parce qu'ils ne sont pas tous bienveillants. J'en ai fait les frais. Et donc voilà, pour vous dire que même si une expérience se passe mal ou très mal, voilà, il y a toujours du bon à en tirer et il ne faut pas s'arrêter sur ça. Parce que donc j'ai fait un stage de 1 mois et demi, assistant manager en Espagne, qui devait durer 5 mois et auquel on a mis fin avec l'université parce que ça n'allait pas du tout. Et voilà, ma responsable de stage, je pensais vraiment que j'étais incapable, nulle dans tout ce que je faisais, que je n'arriverais à rien. Bon, finalement, j'ai quand même changé de filière, donc c'est peut-être... mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir. Et finalement, voilà, maintenant, j'ai eu une autre expérience dans un autre domaine et ça se passe très bien. Et donc voilà, tout est bon à prendre, même le moins bon. Et on s'en sort généralement si on se bat, ça se passe. Qu'est-ce que vous retirez alors justement? Quel a été le bon alors de cette mauvaise expérience a posteriori? Déjà, donc, des rencontres aussi dans l'entreprise. On était 2 stagiaires. Vous voyez, pour les 2, c'est mal passé. Donc on relativise assez vite quand même. Et après, voilà, le monde de l'entreprise, c'est dire que... Voilà, même le moins bon, on peut toujours relativiser. On voit ça nous apporte forcément des choses, hein, même si on n'a pas fait énormément d'erreurs, on en a quand même fait. Les critiques qui ne sont pas toujours justifiées peuvent quand même nous amener à réfléchir sur. Moi personnellement, ça a été voilà, est-ce que je vais continuer à faire ça, assistant manager, le business, économie. C'était LEA, langue étrangère appliquée.
finalement, je me suis dit, oh, c'est peut-être pas totalement de ma faute, mais j'ai quand même changé. Maintenant, c'est l'enseignement et ça me plaît bien mieux. Mais c'est pas, je pense pas que toutes les mauvaises expériences poussent à un changement. Il faut se dire qu'il y a d'autres stages dans le même domaine qui peuvent très bien se passer avec d'autres personnes. Vous tomberez sur des pervers en entreprise. Hein. Il y a des pervers. Ah oui, absolument. L'entreprise, c'est la société. Donc, et quand je parle de pervers, moi, j'en ai vécu. Hein, j'ai été victime, comme vous, de ce genre de personnes. On peut détruire très très vite quelqu'un. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est pas... Encore une fois, je ne suis pas en train de dresser un tableau, en train de dire l'entreprise privée, capitaliste, il n'y a que des méchants, machin. J'en fais partie, je suis devenu chef d'entreprise, je n'ai pas l'impression d'être un pervers. Mais ça existe. Oui, il faut savoir le diagnostiquer. Alors, quand vous faites des entretiens, c'est peut-être facile à dire, mais essayez quand même aussi un tout petit peu de diagnostiquer ça par les valeurs d'entreprise à une entreprise, à un recruteur. Et si le recruteur dit les valeurs, on n'a rien à faire, il faut que ça bosse, voilà, demandez-vous si vous êtes bien en phase, parce que ça va être important. On se retrouve sur les valeurs. Hein. Les partenariats qui marchent bien, ça ne marche que si on partage les valeurs fondamentales. Ça, c'est important. Vous avez dit également que vous n'attendiez pas quelqu'un de mou dans l'entreprise qui laisse faire, observe passivement. Et je pense qu'il faut aussi pas hésiter à justement à un moment dire stop. Et même si on n'est que stagiaire, s'imposer et s'affirmer dans l'équipe. Merci de votre témoignage, mademoiselle, qui met en évidence un point important dans le cadre de votre stage, si vous avez en a réalisé et si vous êtes effectivement dans une situation de difficulté. Surtout, ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas sur les difficultés que vous rencontrez. Alors la question que vous allez vous poser, c'est à qui je crie à l'aide ? Donc contactez votre correspondant RH, la personne avec laquelle vous avez été en contact avant votre entretien, à l'issue de l'entretien, lorsque votre arrivée a été formalisée, pour que vous puissiez avoir un soutien. Mais surtout, ne vous enfermez pas dans cette bulle et essayez effectivement de prendre contact le plus rapidement possible avec la personne ressource qui pourra vous aider face à cette situation difficile. Donc ça, c'est très important, ne vous censurez pas. Ça pourrait être une très jolie conclusion, mais je vais vous inviter à un dernier exercice. C'est juste en 3 mots-clés, en une formule, en une phrase, un dernier conseil vraiment générique que vous pourriez délivrer à nos candidats, puisqu'ils sont là candidats visiblement, ou à un stage ou à un emploi. Le premier qui veut dégaine. Faut réfléchir un petit peu. Oui. Alors moi, je suis embêté parce que c'est toujours une question que je pose en entretien de recrutement. Donc, du coup, je suis de l'autre côté de la barrière et je suis un peu en peine. J'ai envie de dire, alors 3 mots. Hein. Oui, à peu près, mais ce n'est pas une obligation formelle. Envie, donc de l'envie. Je vous invite à les noter, les mots qu'ils vont vous dire, les formules. Si c'est la conclusion, c'est important. Faites preuve d'envie. De la technicité. Ça veut dire quoi ? Désolé. Alors, c'est pas 3 mots, alors. Juste que vous les mettez derrière technicité, juste qu'on soit tout à fait clair. Alors, mettre en évidence l'envie, mettre en évidence son bagage technique et mettre en évidence ses compétences relationnelles. D'accord. Technicité, envie, relationnelle. Est-ce que c'est un ordre ou dans le désordre, ça marche aussi, ce que vous avez dit là ? Ouais, ça peut être un tiercé dans le désordre. Ok. Je dirais même qui peut rapporter gros. Voilà. Marina, peut-être ? Vous avez le temps de réfléchir ? Pardon, excusez-moi. Je connais une Marina. Voilà, la boulette en fin de réunion. Pas de souci. Non, il y a des directs. Je pense qu'il y a énergie, dynamisme qui se rejoignent dans une même thématique. Il y a rester vous-même. Parce que pour rebondir ce que vous disiez, mademoiselle, je pense que vous avez aussi le choix, même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir. C'est-à-dire que quand vous décrochez un stage, vous vous dites « Ouais, super, j'ai enfin un stage ». Et qui plus est, à peu près là où je voulais l'obtenir. Donc, on met en veille tous les warnings qu'on a eus pendant l'entretien. Et on se dit « Non, mais en fait, c'est bien ce que je voulais, donc je vais m'adapter et puis on va voir ». Non, il se peut que dès l'entretien, vous remarquiez qu'il y a des choses qui ne vont pas
Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut avoir la vraie force de caractère de se dire non, ça ne marchera pas. Même si on renonce à une partie de son rêve. Mais je pense que pour sa propre santé, je pense que c'est important de détecter. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc soyez vous-même et faites-vous confiance. Et le troisième, c'est... voilà, je pense que vous avez vraiment des choses à apporter dans l'entreprise. Et confiance, donc, en votre potentiel. Ouais. Ayez confiance en votre potentiel, on peut le résumer comme ça. Ouais. Étienne, pour finir? C'est difficile parce que ce qui vient d'être dit est important. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nourrissez-vous de vos succès, c'est fondamental. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Posez-vous plus souvent la question de savoir pourquoi vous avez réussi que ce que vous pourriez apprendre d'un échec. On apprend beaucoup plus de ses succès quand on daigne les analyser que de ses échecs. Donc, soyez dans cet état d'esprit positif. Encore une fois, je reviens sur ce que vous disiez, mademoiselle. Oui, il y a des préjugés, mais il y a des choses extraordinaires dans l'université. Donc, vous êtes... ça fait un peu pompeux, mais vous êtes l'avenir de la France, vous êtes formidable, vous êtes bien formés. Donc, soyez-en convaincus et allez-y. C'est entre 20 et 30 ans qu'il faut péter le feu. Donc, il faut le faire. Hein, du dynamisme, de la volonté, et ça passe. Il y a peut-être un élément aussi qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Votre formation, c'est le début de tout le reste. Et croyez-moi, vous y retournerez sur les bancs de l'école. À un moment donné ou à un autre, il y a des choses qui vont se passer et qui fait que via des formations, même au sein de l'entreprise ou des choses techniques, etc., ou même une reconversion professionnelle, aujourd'hui, on ne fait plus toute une vie le même métier. Et je dirais que voilà, au fur et à mesure de votre envie d'évoluer ou de changer d'orientation, vous serez amené à devoir vous reformer ou vous former autrement sur un certain nombre de choses. Donc, ce que vous vivez là, c'est pas une fin une fois que vous êtes diplômé, c'est vraiment le début d'autre chose. Ça aussi, c'est une belle formule pour conclure. Merci, Romina. Alors, on n'a pas tout dit, on n'a pas pu tout dire. On a dit des généralités parfois, mais qui sont quand même des vérités, des choses simples. Moi, je pense à notamment le fait d'avoir confiance. On retrouve quand même un fardeau, souvent un poids sur vos épaules. Et c'est vrai que simplement avoir confiance en ce potentiel, en son cursus aussi, c'est des choses. Et analyser ses réussites me paraît effectivement important. Reste à remercier nos 3 intervenants sincèrement pour le temps qu'ils nous ont consacré, pour aussi la véracité de leurs propos. Je pense qu'ils ont dit des choses assez vraies. J'espère que vous l'avez ressenti comme ça. Et peut-être que la qualité de vos applaudissements en seront la preuve. Voilà, je remercie tout le monde et sur l'ensemble des points qui ont été énoncés ici, tant sur les candidatures, sur les questions de stage, etc. Je vous renvoie à Espace Avenir, évidemment, où nos conseillers et où la documentation est accessible pour creuser ces questions. Voilà. Donc, eh bien, à bientôt sur le site Prêt pour l'emploi pour d'autres aventures. Bonne soirée et merci à tous encore.